Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement. Aujourd'hui, on va s'intéresser au dollar. Où va la devise américaine? On parlera également d'assurance vie. Et oui, on peut souscrire à de l'assurance vie après 70 ans. Il faudra être attentif à certaines conditions. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, en troisième partie, l'exode vers le Luxembourg, l'exode des placements. Beaucoup de Français se posent la question actuellement. Dans ce contexte géopolitique et politique un petit peu incertain, faut-il miser sur le Luxembourg? On en parlera en fin d'émission. A tout de suite, c'est Parlons Placement. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver en ce début de printemps. Où va le dollar? C'est une question finalement qu'on n'imaginait pas se poser il y a quelques temps. Wall Street battait des records, la Fed annonçait une hausse des taux et pourtant le dollar recule. Ouais, c'est le grand paradoxe en fait de ce début d'année. On arrive déjà au printemps comme vous le dites. C'est étonnant parce qu'en fait, pourquoi les actions avaient monté? Les actions avaient monté suite à l'élection de Trump parce qu'on anticipait en fait une politique économique ultra pro-entreprise, pro-croissance. Je vous rappelle, les trois principales clés, c'est d'abord un plan d'investissement massif dans les infrastructures. Il parlait de 1000 milliards de dollars. Ensuite, c'est une baisse massive des impôts pour les particuliers et pour les entreprises, donc plus de résultats nets pour les entreprises. Et enfin, une déréglementation, notamment au niveau bancaire. Il voulait détricoter la loi qu'avait mis en place Barack Obama après la crise des subprimes. Et ça, c'est un cocktail extraordinaire pour les marchés financiers. Extraordinaire pour les entreprises, pour la croissance. Et donc, la conséquence de ça, c'est forcément plus d'inflation. Et donc, on peut anticiper que la conséquence, c'est que les taux vont remonter plus vite que prévu. Or, jusqu'à présent, on voit que la devise ne bouge absolument pas à toutes ces nouvelles. Voire même elle recule et les anticipations d'une parité, 1 euro pour 1 dollar, sont moins présentes. Beaucoup de banques disent que ça ne sera même pas pour cette année. Oui, c'est ça qui est étonnant en fait. Il y a deux théories en fait, ceux qui sont sur les marchés actions, ceux qui sont sur le marché de la devise. Il y en a un des deux qui se trompe. Il y en a un des deux qui aura raison, on va le savoir assez vite. Vous avez déjà un sentiment? Oui, parce qu'en fait, je pense que la Fed, elle cherche aujourd'hui à gagner du temps. Elle ne veut pas que les taux remontent trop vite parce que c'est vrai que s'il y a un discours qui est plus énergique, le dollar va exploser à la hausse et elle veut éviter ça parce que ça peut casser la croissance. Et en même temps, il y a un autre signe de fébrilité, c'est Donald Trump, en effet, qui semble mettre plus de temps. Il était très va-t-en-guerre, très, comment dirais-je, offensif. Et finalement, ça prendra peut-être plus de temps aussi à se mettre en place ces réformes. C'est sûr que ça va mettre plus de temps que ce qu'on avait prévu. Là, de ce côté-là, les marchés actions, pour le coup, ont été trop optimistes. D'ailleurs, le nouveau secrétaire du Trésor américain l'a dit lui-même. Il anticipe que les retombées de sa politique économique ne seront qu'en 2018, pas en 2017. On a été trop rapide, en fait, dans nos anticipations. Le marché actions corrige un petit peu, là, depuis quelques jours. Il se dit qu'effectivement, Donald Trump ne mettra pas tout en œuvre tout de suite et peut-être qu'il ne mettra pas tout en œuvre du tout, mais que ça ira quand même dans le bon sens. Bon. Quand on parle de devise, on parle de parité, ça veut dire qu'il y a une monnaie d'un côté et en face il y en a une autre, et donc ça veut dire qu'il faut voir l'autre côté de l'Atlantique, en l'occurrence, si on s'intéresse à la parité euro-dollar. Alors de l'autre côté de l'Atlantique, il faut regarder encore une fois du côté de la Banque centrale, du côté de la BCE. Et là, Mario Draghi, lui aussi, il a un peu changé de discours. Beaucoup sous l'effet de la pression qu'exercent nos amis, les Allemands. Parce que en fait, les Allemands, pas tellement sur le plan de l'orthodoxie, je passe cette idée-là, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de retraités allemands qui vivent de rente, et pour eux, c'est important d'avoir des taux d'intérêt plus élevés. Lorsque les taux d'intérêt sont bas, voire négatifs, ça fait baisser leur rente, leur retraite, et donc ça, c'est pénalisant. On a vu le problème de l'assurance vie avec les taux qui baissaient en France. On l'a vécu aussi, nous, les taux négatifs ont des effets secondaires, donc il faut mettre en place une politique comme ça, une politique monétaire accommodante, mais il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps, sinon les effets secondaires deviennent prédominants. Et c'est là le changement de pied de la BCE, en tout cas dans le discours. Maintenant, dans les faits, rien n'a changé. Dans les faits, ils continuent à acheter toujours 60 milliards d'euros par mois d'actifs. C'est considérable. Peser sur les taux à la baisse. Et à peser sur les taux à la baisse. Et ils continuent à avoir des taux négatifs. Le taux au jour le jour est toujours à moins 0,40. Et ça ne changera pas tout de suite. On est très très loin
de la Fed. Il faut savoir qu'il y a un écart de cycle économique qui fait que les banques centrales ont les mains liées. Elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Elles peuvent avoir un discours, mais il ne faut pas qu'ils s'éloignent trop de la réalité économique. Oui, mais ça milite en effet pour une appréciation du dollar. Avec la Fed qui a commencé à relever ses taux et la BCE qui les maintient bas, on devrait avoir un mouvement inverse. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière, quelque chose d'autre. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que la Fed prend du retard là. Elle est trop lente en fait à relever les taux, en dehors même des anticipations qu'on peut avoir sur les conséquences éventuelles de la politique économique de Trump. Laissons ça de côté. En dehors de ça, on voit que le marché du travail américain se porte très bien. On est pratiquement en plein emploi, 4,7% de croissance. Je vous rappelle celui de la zone euro, Oui. il est au plus du double. On est maso un peu, on le rappelle, allez. Même s'il peut y avoir un débat sur le taux de chômage, on dit que tout le monde n'est pas dans le marché de l'emploi. Il y en a qui sortent du marché de l'emploi parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Mais on voit que ça, c'est de moins en moins vrai. En tout cas, c'est une économie qui fonctionne plutôt bien. Il y a des créations d'emplois qui sont sur un rythme soutenu, et ça depuis des années et des années. Alors derrière, on voit que du coup, maintenant, il commence à y avoir des revalorisations des salaires. La hausse des salaires atteint 2,8% en rythme annualisé, là, à fin février. Il faut savoir que les économistes disent qu'à partir de 3%, on commence à avoir des hausses de salaire qui ont un impact sur l'inflation, qui créent de l'inflation. On n'en est plus très loin de cette zone-là. Donc la Fed, elle n'a plus tellement les moyens d'attendre. Il va falloir à un moment donné qu'elle passe à l'action, qu'elle aille plus vite que ce qu'elle ne le dit. Mais ça veut dire que pour l'instant, si la Fed ne va pas assez vite dans sa remontée des taux, les marchés d'échange suivent le rythme de la Fed, ils lui font confiance ? Ils sont un petit peu obligés de lui faire confiance. C'est un peu dur d'aller contre une banque centrale, hein. Bon, c'est votre émission, hein, vous le savez, vous pouvez nous poser toutes vos questions en direct dans le chat sur la page Facebook de bienprévoir.fr ou sur la chaîne YouTube de Décideur TV. Un mot pour ceux qui nous regardent, l'investisseur français qui aurait envie finalement de prendre un pari dollar, est-ce que c'est une bonne idée ? Alors moi je pense que c'est une bonne idée parce que comme je viens de vous le dire, je pense que le dollar a des chances de s'apprécier dans l'année et que là la petite baisse du dollar, hein, de 4% depuis l'élection de Trump, c'est peut-être conjoncturel, mais structurellement je pense que le dollar aura tendance à s'apprécier, si ce n'est tout de suite, à moyen terme. Et deuxième élément... Et à suivre Wall Street donc. Et à suivre Wall Street. Et deuxième élément, c'est toujours bien de diversifier, de se prémunir. S'il y a une crise économique, s'il y a une crise politique qui a un impact financier sur les marchés, c'est clair qu'à ce moment-là, quels sont les actifs de référence, quelle est la devise de refuge, ce sera le dollar, quoi qu'il arrive. Même si la crise est aux États-Unis, c'est vers le dollar qu'il faudra se tourner. Ce qui est bien avec cette émission, Jonathan, c'est qu'on en reparlera ensemble, hein, on va en parler tout au long de l'année, on verra si ce pari est payant, mais on retient en effet que vous misez quand même sur le billet vert. Merci beaucoup. On se retrouve dans un mois. On enchaîne tout de suite avec l'assurance vie, une rubrique consacrée à ce thème. Peut-on investir, doit-on même investir au-delà de 70 ans dans ce placement ? Vous allez voir que on va aller contre les idées reçues. À tout de suite. Bonjour Vincent. Thomas, bonjour. On va parler ensemble de l'assurance vie. Alors, naïvement ou par manque d'expérience, ou peut-être parce que je suis peut-être encore un peu loin de cet âge-là, Un peu jeune. mais je pensais qu'au-delà de 70 ans, il n'était pas rentable d'investir dans l'assurance vie. Et vous allez nous prouver le contraire. Voilà, en fait, effectivement, la croyance actuellement parmi les épargnants français, c'est qu'après 70 ans, on ne touche plus, on n'ouvre plus un contrat d'assurance vie. L'assurance vie est interdite. Et en réalité, on va démontrer que ça peut être justement dans le contexte actuel, d'allongement de durée de la vie, etc., un outil supplémentaire d'accompagnement patrimonial. Bon, on va voir d'abord le raisonnement, et puis on mettra les bémols qui s'imposent après. Vous nous avez apporté un graphique qui permet de résumer tout ça. On va le découvrir ensemble. Alors, sur ce graphique, on voit deux scénarios. C'est logiquement avant et après 70 ans. Pour ça, je pense qu'il faut quand même que j'explique un petit peu comment marche l'assurance vie avant 70 ans. Ce que tout le monde a en tête, c'est que notamment, au-delà des avantages fiscaux après 8 ans, on a un avantage en termes de transmission. On a un abattement qui est de 152 500 € par bénéficiaire. C'est-à-dire qu'on peut transmettre son contrat d'assurance vie sans fiscalité sur la transmission jusqu'à 152 500 €. À partir de 70 ans, le commun de Martel se dit, bon, le bénéfice baisse, puisqu'en fait, cet abattement passe à 30 500 € pour l'ensemble des bénéficiaires. Donc vous avez plusieurs héritiers
ils doivent se partager un abattement de 30 500 euros. Donc on se dit, oula, donc finalement, pas Donc vraiment on se dit, d'intérêt. c'est moins intéressant. Il y a une autre croyance forte qui est véridique, et on va démontrer après comment il faut s'adapter à cela, c'est que le fisc n'aime pas qu'il y ait des ouvertures de contrats d'assurance vie après 70 ans, parce que le fisc peut considérer que c'est un abus de droit, que c'est un détournement en fait de l'objet du contrat d'assurance vie. En se rapprochant de la fin de sa vie, on détournerait un peu l'avantage de bénéficier de de réduction capter fiscale. une réduction fiscale auquel on n'aurait pas droit. Mais en fait, on va démontrer que c'est plus tout à fait le cas, et on va démontrer comment le faire. Alors, justement, et on voit encore une fois cette comparaison avec ces chiffres. Si on prend les chiffres, donc faisons ce scénario. Voilà. 600 000 euros versés avant ou après 70 ans. Voilà, donc dans les deux cas, on ouvre un contrat d'assurance vie avant 70 ans. Par exemple, à l'âge de 69 ans, on met 600 000 euros dessus. Et dans l'autre cas, on ouvre le même contrat d'assurance vie à 71 ans, par exemple. On va prendre l'hypothèse que l'espérance de vie est de 21 ans au-delà de 70 ans, ce qui est à peu près l'espérance de vie aujourd'hui, qui continue d'ailleurs à augmenter. C'est pour les femmes, ça, surtout Non, c'est la moyenne qu'on constate. Alors oui, on a fait un mix entre les deux. Disons qu'on est peut-être un peu ambitieux sur 91 ans, mais en tout cas... Faisons quelqu'un qui arrive à 91 ans. Et donc là, en fait, si on est dans le cadre d'un épargnant qui accepte de dynamiser son contrat d'assurance vie avec des SCPI, par exemple, qui peuvent rapporter 5, 4,5% par an, ou avec d'autres placements, et qu'on prend une hypothèse, en fait, que ce patrimoine va se développer avec un rythme de 4% par an, on va arriver à 91 ans avec un patrimoine, un contrat d'assurance vie qui sera valorisé à 1 400 000 euros. 1,4 million. On va rester sur le graphique, comme ça on va bien suivre le raisonnement. Dans le cas où on est avant 70 ans, on va avoir l'abattement de 152 500 euros. Ensuite, au-dessus des 152 500 euros, il y a deux tranches qui vont s'appliquer, de 20% sur la tranche jusqu'à 700 000 et de 31% à peu près sur la tranche sur 500 000 supplémentaires. Mais là, le sujet est là, c'est qu'on fait la différence entre le niveau qu'elle est arrivée, le contrat d'assurance vie au bout des 21 ans. Donc, on a un stock là de disponible de 1 400 000 et l'assiette fiscale, l'assiette successorale va être les 1 400 000. Alors que quand on est dans un investissement après 70 ans, certes, l'abattement est plus faible, de 30 500 euros uniquement, mais par contre, l'actif successoral ne sera que la valeur d'origine du contrat. Et c'est là où est toute la différence, notamment parce qu'ici, on a vu qu'on a réussi à porter un contrat, on l'a porté de 600 000 à 1,4 million. Et donc, on voit le résultat, 300 000, un peu plus même, de droits de succession dans un cas, et 170 000 exactement. Dans l'autre. C'est une grosse moitié, mais ça fait une grosse différence. On s'étonne presque que finalement perdure cette différence, parce que c'est vrai, entre 69 ans et 71 ans... C'est vrai. Maintenant, il n'y a pas une grosse différence. On peut se demander effectivement pourquoi cet avantage perdure. Il faut se mettre du côté du fisc. Il ne perd pas en réalité, il n'y a pas une perte importante du côté du fisc puisque les abattements sont très faibles et il faut quand même que le contrat d'assurance vie performe bien pour que ça fonctionne bien. Donc en fait c'est ça les règles. Il faut bien comprendre que c'est un scénario en fait, c'est une hypothèse, mais que les conditions optimales sont de souscrire dès 70 ans, avoir une espérance de vie, être en bonne santé, avoir la chance de vivre jusqu'à 90 ans ou plus, donc une vingtaine d'années, placer dynamiquement son argent, parce que dans le contexte... des taux, et c'est notamment le cas aujourd'hui qui est important, qu'on retrouve souvent chez nos clients, nos épargnants, c'est en fait aujourd'hui, il y a des gens qui ont plus de 70 ans, qui ont un patrimoine, mais qui ont besoin de revenus complémentaires. Souvent on se dit, à la retraite, on a besoin de revenus complémentaires, mais à partir de 70 ans, on peut baisser ce niveau attendu de revenus. Et bien là, en fait, si on a une attente en termes de revenus complémentaires, qu'on dispose d'une somme, par exemple, investie en immobilier, et qu'on cède cet immobilier-là, on peut le placer dans le cadre uniquement de l'ouverture de nouveau contrat. Ma démonstration ne fonctionne pas sur un contrat existant. Là, il s'agit d'ouvrir un nouveau contrat. Et point encore sur lequel il faut être très vigilant, s'il y avait, par exemple, on investissait 100% du patrimoine financier d'un épargnant, là, on pourrait avoir des problèmes fiscaux parce qu'on pourrait considérer qu'on va dans le sens de l'abus de droit. Donc il faut que ça reste une proportion raisonnable de son patrimoine. Donc on retient, on peut le faire et c'est même avantageux au-delà de 70 ans, souscrire à un contrat d'assurance vie à condition de vivre suffisamment longtemps, de dynamiser, d'avoir des taux qui rapportent. Et de ne pas mettre tout son patrimoine dedans pour ne pas être qualifié en abus de droit. Exactement. Pour moi, la personne qui a vraiment intérêt à se poser ce genre de questions, de savoir s'il faut ouvrir un contrat d'assurance vie après 70 ans, c'est quelqu'un qui a un bon patrimoine financier, qui a éventuellement un seul héritier,
en ligne directe. Parce qu'en fait, là, l'abattement de 30 500 €, là, il est concentré sur une seule personne, ou alors il est maximisé. Il est maximisé. Ouais. Maintenant, ça, c'est évidemment un calcul à faire pour tout type d'épargnant, même s'il y a plusieurs bénéficiaires. Bon bah voilà, on a lutté contre une idée reçue, hein. En tout cas, tout à fait. Moi je vais celle-ci ancrer dans ma cervelle. On a encore un peu de temps avant de mais en effet, on peut souscrire après 70 ans à un contrat d'assurance vie. Merci de nous avoir apporté vos lumières, plaisir. Vincent. À bientôt. On a le plaisir d'accueillir Philippe Parguet. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes directeur de développement chez Norcia. On rappelle le métier de Norcia, tiens, on va commencer. Alors le métier de Norcia, c'est plateforme en assurance vie. Donc c'est un nom un peu abscon. Le principe, c'est qu'on n'est pas assureur, mais on est une plateforme qui diffuse plusieurs contrats de différents assureurs. Donc pour un conseiller en gestion de patrimoine, l'idée de passer avec Norcia, c'est qu'il va avoir un choix différent de différentes solutions avec différents assureurs et forcément il aura la solution adéquate pour son client. Et y compris des solutions non made in France, hein, on va parler en particulier du Luxembourg, oui. Parce que c'est vrai en fait, ce système d'assurance vie existe pas qu'en France finalement. Alors oui, effectivement il existe dans d'autres pays, notamment un pays qui est plutôt très proche de la France, qui est le Luxembourg. Et donc effectivement sur la partie française, même si ça reste le cœur de notre métier, hein, c'est à peu près on va dire 80 ou 85% de notre activité, on a quand même une part non négligeable, 15%, et de moins en moins négligeable sur la partie luxembourgeoise. Et oui, l'aiguille bouge de plus en plus hein, dans le contexte actuel d'élection, avec une crainte concernant une éventuelle, on prend des pincettes, hein, arrivée au pouvoir. En tout cas, c'est ce que vous voyez, hein, il y a certains des épargnants qui vous appellent en disant j'ai peur que Marine Le Pen soit au pouvoir et donc je veux aller au Luxembourg. C'est ça la raison? Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est la nouvelle tendance. Il y en a eu d'autres. C'est-à-dire retour au franc en gros. Hein. C'est ça, exactement. Donc le retour au franc, c'est de se dire aujourd'hui je suis épargnant français, donc en euros. J'ai envie de diversifier la localisation de mon patrimoine et je vais aller chercher du Luxembourg au cas où, dans l'éventualité où la France retourne au franc ou un euro français. Et où le franc perd 30% exactement. De valeur. Financièrement, ça serait intéressant puisque du coup les placements au Luxembourg s'apprécieraient de 30%. Bon, après on ne sait pas si c'est possible et comment ça se passe. Et puis il y a Sapin 2 aussi, hein, qui est aussi dans l'esprit des gens avec justement peut-être des risques de liquidité et donc qui sont une autre motivation pour s'intéresser au fonds luxembourgeois. Ouais, alors c'est vrai que historiquement, la dernière tendance c'est le risque géopolitique français. Peu avant, il y avait le risque Sapin 2. Alors Sapin 2, l'idée de cette loi, c'était de dire que en cas de panique... C'était fait pour protéger justement les épargnants en évitant que tout le monde se fasse piétiner à la sortie du stade. Et non, en fait, finalement, ça a créé ce mouvement de panique. Ça a été mal communiqué. Tout à fait, ouais, je pense que dans les lois qui ont été mal communiquées, celle-ci fait partie du palmarès. L'idée, c'était de protéger l'épargnant pour éviter l'effet de panique. Hein. Il peut y avoir des effets de panique, on sait comment ça fonctionne. Et puis en plus, c'est souvent très irrationnel. Et l'idée par rapport à ça, c'était de protéger en cas de hausse des taux et qu'au moment où l'actif en euros aura besoin d'absorber cette hausse des taux. Donc, c'est surtout sur l'actif en euros que ça concerne. Il y a beaucoup d'épargnants qui, du coup, se sont dit on va regarder où ne s'applique pas Sapin 2, et le Luxembourg en fait partie. Alors voilà, petite visite guidée du Grand-Duché en termes d'assurance vie. Quels sont les atouts des solutions luxembourgeoises? Alors, finalement, un contrat d'assurance vie luxembourgeois, il est assez proche d'un contrat français, à peu près proche. La fiscalité est strictement la même pour un résident fiscal français. Il peut y avoir de l'actif en euros dedans, si ce n'est que ça sera forcément l'actif en euros d'une compagnie d'assurance française. Donc dans ce cas-là, on coche pas la case plus, hein, puisque ça nous ramène à la question précédente. Alors sur la question précédente, effectivement, Sapin 2 s'applique aussi à l'actif en euros qui est logé dans les contrats d'assurance vie luxembourgeois, puisque c'est un actif en euros français. D'ailleurs, petite parenthèse, puisque l'assureur luxembourgeois se réassure pour assurer la liquidité du fonds. Donc finalement, le même actif en euros au Luxembourg aura une rémunération qui sera inférieure de 15 centimes par rapport au même fonds euro sur un contrat français. Bon, et après, il y a les unités de compte à côté qui... C'est pas le fonds euro qui est l'attrait principal du Luxembourg pour un résident français en tout cas, qui voudrait se protéger contre Sapin 2 ou contre un retour au franc.
Non, c'est pas le contrat. Alors, sur la partie retour en francs, éventuellement, puisque le Luxembourg restera certainement dans la zone euro. Néanmoins, sur la partie Sapin 2 pour la partie fonds euro, non, il n'y a aucun intérêt. C'est vraiment que sur la partie unité de compte. Parce que, pour être précis, donc le retour au franc, si vous souscrivez à des fonds euros de compagnies françaises, si je ne sais pas, on retourne au franc, ce fonds euro sera délibellé toujours en euros, vous pensez? On ne sait pas en fait. On ne sait pas. Là, on est dans l'inconnu le plus total. Bon, néanmoins, le contrat restera en euros. Lui, en tant que tel, le support assurance vie restera libellé en euros. Alors, les charmes du Luxembourg, sinon? Alors, l'atout principal, et je reviens sur la crise précédente, ce qui avait amené beaucoup d'épargnants français à aller sur la partie luxembourgeoise, dans le charme le plus absolu, c'est ce qu'on appelle le triangle de sécurité. C'est-à-dire que, contrairement à la France, en France, un assureur est dépositaire des fonds. C'est-à-dire que si j'ai des unités de compte, donc j'ai un fonds commun de placement de n'importe quelle société de gestion dans mon contrat d'assurance vie français, ce fonds commun de placement, il est bel et bien logé dans la compagnie d'assurance. Alors qu'au Luxembourg, il sera logé dans une banque dépositaire et non pas chez l'assureur. Ce qui en clair veut dire, si mon assureur vie fait faillite, je perds tous mes avoirs, alors qu'au Luxembourg, s'il fait faillite, je pourrais récupérer quand même ce sur quoi il a investi. Tout à fait, puisque au Luxembourg, les unités de compte, ou du moins les parts de fonds communs de placement que j'ai, seront chez un dépositaire bancaire. Il ne faut pas qu'il fasse faillite celui-là. Non, d'ailleurs, bon, après il est surveillé, mais je reviens sur le triangle de sécurité. Ouais. Il y a l'assureur, le dépositaire et le client. Et le client, il aura un droit d'aller rechercher les unités de compte qui sont les siennes, identifiées comme étant les siennes, directement chez le dépositaire. Donc, par exemple, des parts de SICAV ou des actions. Tout à fait. Et l'idée par rapport à ça, le triangle de sécurité, c'est pas une sécurité absolue, parce qu'effectivement, l'assureur peut faire défaut et on ne sait pas trop comment ça peut se passer. Le dépositaire peut peut-être faire défaut, et là encore, on ne sait pas trop comment ça peut se passer. Bon, le client, s'il fait défaut, on sait à peu près. Mais l'idée, c'est que l'autorité luxembourgeoise veille à ce que les comptes soient bien équilibrés. Donc, le passif que l'assureur a auprès du dépositaire correspond bien à un actif que le dépositaire a. Bon, donc ça, c'est une vraie sécurité qu'on n'a pas, en effet, dans le système français, où si sa compagnie part en fumée, ses avoirs partent en fumée également. Ça, c'est le premier atout. Il y a d'autres intérêts ? Alors, l'intérêt du Luxembourg, en tant que tel, c'est la diversité des supports qu'on peut avoir dans le contrat. Alors, il y a beaucoup de fantasmes par rapport au contrat luxembourgeois, de mettre son yacht de luxe qu'on a à l'anneau, son Picasso. C'est vrai, alors alors non, malheureusement, c'est pas possible. Malheureusement, c'est pas possible. On peut diversifier, mais pas à ce point. On peut diversifier, mais pas jusque-là. Ou alors, on peut tomber facilement dans l'abus de droit, parce qu'il faut trouver... C'est chevaux de course. Il faut trouver une justification économique à mettre son yacht de luxe dans son contrat d'assurance vie luxembourgeois. Théoriquement, ça pourrait presque être possible, pratiquement ça ne l'est pas. Donc c'est la diversité des supports, et notamment la diversité des supports qui sont donc référençables dans le contrat. Et le principe luxembourgeois est très simple, c'est que plus l'assuré, enfin le client, a des sommes importantes, et au plus il peut aller sur des actifs qui soient très diversifiés, de la gestion alternative, de l'immobilier, du hedge fund, du hedge, etc. Donc c'est vraiment une diversité qui est un peu plus large, même plus large que sur les contrats français. Et du private equity éventuellement. Tout à fait, aussi, oui. Du capital risque, ce qu'on veut. Voilà. À partir du moment où ça reste éligible. Dans On l'a compris. le raisonnable. Pas de chevaux de course ou de grands crus. Un mot sur les devises. Ça aussi, c'est une différence entre le Luxembourg et la France. On peut libeller en plusieurs devises ses avoirs. Oui, alors si je reviens sur l'intérêt principal et historique du contrat d'assurance vie, c'est bel et bien pour les gens qui sont expatriés. Donc, par exemple, je suis français, je vais aller travailler en Angleterre. J'ai pas envie d'avoir un contrat d'assurance vie qui soit sur lequel il puisse y avoir un frottement fiscal. Donc, le contrat d'assurance vie luxembourgeois est bel et bien en transparence fiscale. Mes rémunérations sont en livres sterling. Je vais donc pouvoir verser mes livres sterling dans mon contrat d'assurance vie luxembourgeois qui sera lui libellé en livres sterling aussi. Et si je pars travailler pour des raisons X ou Y en zone dollar, je pourrais mettre mon contrat en dollars, verser mon argent en dollars, et donc une grande souplesse à ce niveau-là. C'est ça, tout à fait, une grande souplesse de pouvoir changer de devise et accompagner les gens dans leur mobilité. Ou simplement de diversifier ses avoirs et tout pas tout mettre sur une même devise. Ouais, c'est vrai qu'on parle souvent du français qui est effectivement investi à 100% en euros la plupart du temps. Ça fait aussi partie des diversifications patrimoniales d'avoir d'autres monnaies. Absolument. L'autre particularité, c'est ce qu'on appelle les FID, les fonds internes dédiés. Qu'est-ce que c'est ? Alors,
pour le coup, le contrat luxembourgeois, un peu différemment du contrat français, dans un contrat français, on aime bien faire une allocation d'actifs avec son fonds euro et ses unités de compte. Sur le contrat luxembourgeois, on est plus proche ou plus près de dire, je vais mettre mon argent dans le contrat luxembourgeois, il va être déposé dans la banque du Luxembourg, par exemple, puisque le triangle de sécurité est là, mais je vais confier la gestion de cette somme à un gestionnaire, qui peut être n'importe lequel, ça peut être un Pictet, FIA ou d'autres, ou un DNCA, Rothschild, etc., mais c'est le gestionnaire qui va gérer les fonds. Donc le FID, ou fonds interne dédié, donc dédié à un souscripteur, ou quelques souscripteurs, mais qui ont les mêmes intérêts, donc une famille, ce gestionnaire va gérer ces fonds-là au sein de ce fonds interne dédié. Donc il peut être aussi ça veut collectif. dire une plus grande souplesse finalement, du sur-mesure entre guillemets. On est vraiment dans le sur-mesure. Et ça, c'est accessible à partir de quel montant? Alors un feed en tant que tel, ça va être les feeds les plus bas, ça va être 125 000 euros. En général, il n'y a pas grand-chose dedans, ou on ne peut pas faire grand-chose dedans, mais après, suivant les montants. En France, à 125 000 euros, on ne peut pas du tout avoir cette souplesse. Non. Il y a une différence entre... il y a des filiales de grands assureurs français qui sont au Luxembourg et puis des sociétés pur sucre. Comment est-ce qu'on choisit là ces assureurs? Alors, je vais juste revenir sur le feed un tout petit peu. Finissons sur le feed alors. Il y a un nouveau vecteur d'investissement qui s'appelle le FAS, Fonds d'assurance spécialisé, qui est en train d'arriver sur le marché, qui est un peu comme un feed, mais de manière un peu plus simple ou un peu plus épurée, et qui sera donc accessible plus facilement, et notamment sur des produits un peu plus spécifiques comme les produits structurés. D'accord, donc en dessous de 125 000 euros. Alors, les montants seront plus facilement les mêmes, mais notamment les produits structurés dans les contrats luxembourgeois, il faut avoir des sommes qui sont assez importantes pour pouvoir y accéder. On considère que c'est des produits qui sont techniques, qui sont adressés à des clients qui sont compétents, parce qu'ils ont des sommes importantes, avertis parce qu'ils ont des sommes importantes. Donc ça permettra d'accéder à ce type de support plus facilement. Donc on en est au début pour l'instant. D'accord, donc FID et FAS, retenez ces acronymes, c'est important. Donc la question sur les filiales de grands assureurs français présents au Luxembourg ou de sociétés purement luxembourgeoises, et comment est-ce qu'on fait son arbitrage? Alors, c'est un choix. Effectivement, il y a beaucoup d'assureurs luxembourgeois qui sont des filiales de groupes français, donc qui sont à la fois très dépendants des contraintes françaises, dans le choix des supports, dans le fait d'avoir des politiques commerciales qui soient identiques, etc. Après, par rapport à Sapin 2, notamment, qui peuvent être concernés pour la partie fonds euro. Et après, il y a ce qu'on appelle les pure players luxembourgeois. Je vais citer Iwi, qui vient de fusionner avec le Foyer, qui sont vraiment des pure players luxembourgeois, qui sont détenus par des familles luxembourgeoises et qui sont vraiment dans la gestion, dans des spécialistes de la gestion financière. À vous entendre, on a beaucoup d'avantages à être au Luxembourg. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Alors, il y a encore des zones sur lesquelles on peut dire que le contrat d'assurance vie français reste intéressant. Alors, il y a le fonds euro, bien évidemment. Bon, après... l'avenir du fonds euro, ça c'est une autre question. Pourquoi là, c'est une autre question? La rentabilité des fonds euros baissant inexorablement depuis... peut-être, non? La remontée des taux euros, des fonds euros, c'est pas forcément quelque chose. Enfin, la remontée des taux n'est pas forcément bénéfique aux fonds euros. Mais le fonds euro va pas forcément disparaître, c'est pas ce que vous dites. Non, mais simplement, il devient de moins en moins intéressant, de moins en moins sexy. Et puis, beaucoup de clients vont se poser la question d'aller sur autre chose que du fonds euro. Je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a des inconvénients donc au Luxembourg? C'est surtout les supports type immobilier. Je repense à l'exemple des SCPI, par exemple. Les SCPI qui sont des actifs dits illiquides ou peu liquides, parce qu'il y a une valorisation qui est mensuelle, qui peut ne pas avoir de valorisation en cas de crise immobilière, on l'a connu par le passé. Les actifs type SCPI sont beaucoup plus facilement accessibles sur des contrats français que sur des contrats luxembourgeois. D'accord. Après, il y a d'autres vecteurs d'investissement en immobilier comme les OPCI qui arrivent sur les marchés, qui seront aussi facilement accessibles d'un côté et de l'autre. Donc du coup, tout le monde y trouve à son compte. Bon, voilà. Merci pour cette visite guidée du Luxembourg, Philippe. Vous avez donc compris, on peut faire du SCPI en France, diversifier son risque avec des contrats luxembourgeois, et on peut le faire après 70 ans. Ça, c'est aussi une information de cette émission. Merci Philippe, à bientôt. Merci à vous tous. On se retrouve dans un mois pour un nouveau Parlons Placement.